Le sujet du jour est un sujet sur l'accompagnement des équipes, notamment pendant cette crise de pandémie où il y a pas mal de mesures ont été mises en place et puis probablement et peut-être de manière encore plus prioritaire après la crise, au moment du retour au travail de la plupart des gens. Notre intervenant du jour, c'est Monsieur Yann Vaucher, qui a une longue carrière d'entrepreneur, d'administrateur derrière lui et qui, si j'ose dire, a attrapé le virus de la gestion des équipes et de l'accompagnement, de l'organisation des équipes en entreprise, je pense qu'il y a une bonne dizaine d'années en tout cas, voire plus. Qu'est-ce qui sont vraiment les éléments les plus marquants ou les plus critiques en matière de ressources humaines au sens large, de gestion d'équipe dans ce contexte de crise? Il y a trois phases. Il y a la première phase qui est l'arrivée de la crise. Il y a la crise que nous vivons et la sortie de crise. Si je parle de la première phase, il y a un phénomène qui était assez intéressant, c'est tout ce qui touche au changement rapide et radical. En tant qu'être humain, c'est quelque chose auquel on n'a pas l'habitude. Et quand on parle de radical, on a oublié que ça vient du latin radix, donc ça veut dire qu'on va dans le fond des choses. On a changé de manière rapide et radicale tout notre environnement. Et on n'a pas la maîtrise là-dessus. Il faut savoir que l'être humain fonctionne avec beaucoup de besoin de contrôle ou de savoir ce qui va se passer durant sa journée. Et ça a été terrible. Je prends un exemple au CHUV à Lausanne. J'ai mon frère qui travaille à l'étage 17 des Covid positifs. Il me dit, en 2 jours, on a modifier notre structure, notre manière de faire, alors que ça faisait plus de 18 mois qu'on discutait sur les mêmes sujets. Juste pour vous dire que l'adaptation à laquelle on a dû faire face, et finalement à l'hôpital, ils ont dû le faire extrêmement rapidement aussi parce que c'est une question de survie, ça a été extrêmement rapide. On perd ses repères durant ces moments-là, au tout début de la crise. Après, on a tout ce qui est attitude pendant la crise. Il faut se rappeler qu'on est des êtres humains, mais qu'on a quand même un cerveau reptilien qui nous rappelle parfois que nous sommes des êtres qui avons certes évolué, mais qui avons des vieux réflexes. Et puis, il y a 2 réflexes principaux qui sont dans ces moments-là la peur. Qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc, la peur, c'est je me réfugie, je vais en confinement avec beaucoup de besoins de protection. Ça, c'est un réflexe humain. Et puis, il y a l'autre réflexe qui est celui du héros, celui qui part au front, celui qui défend les plus faibles, celui qui prend les initiatives. Ça, c'est vraiment ces 2 grandes attitudes qu'on a pu remarquer. Par ailleurs, je l'ai vu dans des grandes entreprises que j'accompagne, où on a des gens qui sont partis le 16 mars, qui sont partis à la maison, ils se sont levés de séance, ils sont partis. Et puis, on a d'autres personnes qui sont restées au front en disant « mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir l'organisation, soutenir les gens, etc. » Et puis, on va arriver dans une période de sortie de crise. Là, ça va être assez intéressant de voir ce qui va se passer parce que après les grandes catastrophes, on a ce qu'on appelle des périodes de désillusion. On a ceux qui pensaient que tout allait changer. On en parlait tout à l'heure avec Nathalie. Espérons que les grandes décisions ou ce qu'on entend aujourd'hui ne soient pas des vains mots. Et puis, il y a tous ceux qui ont été les héros, qu'il n'ait pas la désillusion de se dire « mais enfin, à quoi ça a servi que je fasse tout ça ?» S'il n'y a pas de gestion de ces moments de désillusion, ça va être extrêmement complexe au niveau personnel, mais surtout au niveau de ce qui peut se passer dans les organisations. Si on continue dans la démarche, dans le processus, maintenant, si on est dans cette phase de redémarrage, il y a encore la pandémie, elle va peut-être s'arrêter ou pas, enfin on verra. C'est quoi pour toi les grandes questions vraiment abordées dans ce processus de démarrage? Mais je pense que la première des choses, c'est l'écoute. Au tout début, il y a un véritable besoin d'écoute. On a tous vécu, comme je disais, des choses extrêmement fortes, radicales. Si on est dans les organisations, si on n'offre pas la capacité d'avoir un lieu d'écoute pour savoir si je suis à l'aise de recommencer le travail, qu'est-ce que j'ai vécu, etc. Il faut penser toujours que le ressenti, c'est la suite des émotions. D'abord, on est impacté par les émotions et après, on a le ressenti. Donc, ouvrir des espaces de feedback aux collaborateurs pour essayer de
récolter un tout petit peu le ressenti de chacun et reconstruire le travail en prenant compte de ça, ça va être, je pense, extrêmement important. La deuxième étape, ça va paraître un peu aussi bateau, mais je pense que c'est accepter et comprendre ce qui va être dit là. Parce qu'on va entendre des gens qui ont eu peur, des gens qui n'ont pas eu peur, des gens qui se réjouissent, des gens qui veulent changer le monde. Tout ça, il faut l'entendre, il faut l'accepter sans avoir de critique. Sinon, on va faire des clivages, on va amener à créer des sous-groupes dans les groupes on va perdre en unité dans les équipes. Après, il y a, je pense aussi, toutes les mesures qui sont liées à l'organisation même du travail. Hein. On le voit aujourd'hui avec la réouverture des écoles. On parle déjà de faire des sous-groupes avec des demi-classes, etc., etc. Donc, dans le monde du travail, il va aussi y avoir peut-être des espaces communs qui seront fermés si on doit respecter les distances de sécurité. Enfin, tout ça fait qu'on va avoir besoin de faire des choses extrêmement pratiques qui sont parfois clivantes et qui peuvent, si ce n'est pas bien géré, amener une forme de compétition négative avec des gens qui penseront d'une manière A contre ceux qui penseront d'une manière B. Il y a des éléments aussi qui, pour moi, me font penser à ce qu'on a vu avec le Conseil fédéral. Hein, ils ont beaucoup informé. Ce qui va se passer après une crise comme ça, on va avoir besoin d'un véritable besoin d'information. L'information doit être précise, elle doit être donnée en temps et en heure régulière. C'est un moyen de rassurer les gens. Si on n'informe pas, rassurez-vous, les gens vont prendre la parole, ils vont meubler le vide et vous allez avoir des fausses informations qui vont circuler dans les organisations. Si on n'accompagne pas le changement pour l'après-Covid, il ne faut pas croire que ça va se faire tout seul. Il y a plein de gens qui ont plein de bonnes volontés, il y a plein de bonnes idées qui vont naître, mais si on n'accompagne pas ça, ça va être compliqué pour une mise en œuvre et surtout pour une mise en œuvre durable, je dirais. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, par exemple, d'action ou de manière de procéder? Comment on fait pour écouter une équipe dans une organisation? Il faut que chacun ait le droit à une parole extrêmement libre et en même temps qu'on puisse la récupérer, cette parole, et qu'on puisse en faire quelque chose. Et là, typiquement, si on met sur pied un atelier de type agile où chacun peut s'exprimer, alors il y a la technique du groupe nominal, il y a les World Café, il y a des différentes techniques, hein, proprement parler, où chacun peut s'exprimer. Ce qu'il a dit, ça lui appartient, c'est posé, il n'y a pas de jugement de valeur sur ce qui est dit. Et finalement, à la fin d'un atelier comme ça, on a une vraie cartographie des ressentis de l'équipe et on peut en faire quelque chose. Écouter les gens, ce n'est pas les écouter à la cafétéria, c'est véritablement récolter les émotions des gens, récolter le ressenti et en faire quelque chose de positif. Donc ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple, si je parle des idées novatrices qui vont arriver, je pense, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont innovants dans les organisations, on les oublie. Il y a des stratégies à mettre en place pour récolter l'idée innovante. Parce que la pire des choses derrière l'idée innovante, c'est les gens qui sont observateurs ou les gens qui sont sceptiques. Et ils ont raison d'être sceptiques, hein, c'est nouveau. Et puis ils ont raison d'être observateurs parce qu'on va voir si ça marche. Mais si on n'arrive pas à convaincre que la nouvelle idée, elle vaut la peine en tout cas d'être testée, on aura des problèmes. Et là, des stratégies de bêta-testing qu'on peut mettre en place pour vérifier que l'idée soit bonne et puis finalement convaincre les sceptiques et les observateurs de soutenir, par exemple, des idées émergentes, on va dire ça comme ça. Cette crise, pour toi, est-ce que c'est vraiment une contrainte pure, tu vois bien le sens de la question, ou ça doit vraiment être vécu comme une opportunité, ou une occasion de saisir des opportunités? Ben, écoute, je vais faire une réponse de Normand ou de Suisse. En fait, ça va être les deux. Hein. Ce qui nous est arrivé à tous sur cette terre est une vraie opportunité. On ne peut pas le prendre autrement. On a sans doute fait des choses un peu fausses. On a sans doute été un peu trop loin dans cette notion de super pouvoir qu'a l'être humain, hein, de voyager aussi facilement,
de partager aussi facilement tout ça avec la problématique de dire, OK, il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des autres systèmes de pensée que l'être humain se sait faire. Et donc, du coup, ça pose des problèmes. Et ça, j'en reviens à ta question et par rapport aux opportunités. Si on ne saisit pas ça comme étant une opportunité de changer, eh ben, on risque de prêter le flanc à nouveau à une crise, qu'elle soit économique ou sanitaire. Si je suis un innovateur, je vais adorer cette période. Pour moi, ça va être super. Une feuille blanche, je peux tout recommencer. Puis si ça ne marche pas ce que j'ai dit aujourd'hui, je peux réinventer demain. Et puis si je suis plutôt dans le contrôle ou plutôt dans le besoin de maîtriser, toute cette innovation va être extrêmement perturbante. J'ai perdu tous mes repères, tous mes moyens de me rassurer. Par contre, ça peut aussi être une opportunité pour ce genre de personnes parce qu'il y aura un besoin de mettre en place du contrôle. Et donc, du coup, si on demande à la bonne personne de suivre les bonnes étapes de contrôle des nouveaux process mis en œuvre, ça va marcher. Mais il ne faut pas se tromper quand on réorganise ça et quand on prend ça pour une opportunité, comme il le suggérait. J'aimerais juste revenir un tout petit peu sur le concept Leonardo en temps de crise Covid. Est-ce que vous pouvez vous apporter un peu plus de précision? Leonardo est un outil qui a une vingtaine d'années, maintenant un peu plus, et qui permet d'identifier les préférences de comportement d'un individu. Pour faire fonctionner une équipe, il faut qu'il y ait toutes les fonctions vitales telles qu'elles ont été décrites dans Leonardo pour que ça fonctionne. Mais il y en a 8 en tout, hein, donc il y a innovation, promotion, développement, réalisation, vérification, stabilisation de l'information. Donc, j'ai rien oublié. Et ça, c'est des fonctions vitales. En fonction, et selon mon profil de comportement, je vais utiliser une de ces fonctions dans l'organisation. Donc, quand on est en période de crise ici, on arrête de penser sur le long terme de manière extrêmement synthétique parce qu'on est extrêmement focalisé sur le court terme. Hein. Dans tous les systèmes de type armée, vous allez retrouver ce genre de processus, c'est-à-dire que quand on parle de crise, on a une hiérarchie qui se pyramidalise ou alors on fait partie des commandos et donc du coup on est détaché de la hiérarchie. C'est deux grands principes qu'on va retrouver dans la vie. Eh bien, en fonction de ma préférence de comportement, si je suis un vérificateur, ça va être compliqué pour moi d'être détaché. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin de mon cadre de travail, j'ai besoin d'être rassuré. Par contre, si on me détache et que je suis dans l'innovation, cool, je vais vous amener toutes les bonnes idées, je vais arriver avec tout ce que vous avez besoin pour réinventer le monde de demain. Laissez-moi faire, je vais vous amener ça. Et ça sert, dans une crise comme celle-là, on se trompe moins quand on envoie quelqu'un en mission pour aller travailler sur un sujet particulier. On a besoin de tout le monde. Leonardo, personne n'est meilleur que l'autre, on a besoin de tout le monde. Simplement, s'il s'agit de mettre en place des structures rapides et efficaces, on va aller chercher plutôt des réalisateurs et des vérificateurs. Et puis, si on a besoin d'innovation, puis aller chercher quelque chose de nouveau, focalisons-nous plutôt sur les innovateurs. Pourquoi est-ce qu'on n'applique pas ce concept en temps de non-crise? Et si ça marche, et est-ce que ça veut dire qu'on doit prendre davantage soin de tout ce qui est vérificateur plutôt? Je vous rassure, Leonardo est utilisé principalement hors état de crise, bien évidemment. Par contre, il trouve une utilité particulière quand c'est la crise. On travaille avec l'armée suisse maintenant depuis quelques années avec Leonardo. Ils ont, c'est chez les grandes équipes, hein, c'est plus de 800 personnes qui utilisent Leonardo, donc on ne parle pas de petits groupes. Et c'est très intéressant parce que même durant cette période extrêmement pointue, ils ont utilisé Leonardo, comme je l'ai précisé tout à l'heure. C'est-à-dire que vraiment, on perd moins de temps. Et il y a un côté auto-organisation, puisque finalement, le chef ne dit plus à la personne qu'il pense être la bonne pour aller faire, c'est que les gens partent tout seuls pour aller faire la tâche à laquelle ils pensent être assignés. Et votre deuxième question par rapport à la vérification, tout nouveau concept dans une organisation a la nécessité d'être vérifié.
ça ne sert à rien d'arriver avec une nouvelle idée si elle ne tient pas la route dans le cadre de l'écosystème de l'entreprise. Donc, la bonne idée ou le génie de l'idée, c'est super, mais si on n'a personne derrière pour s'assurer qu'on peut véritablement la mettre en œuvre et que ça correspond à notre écosystème, ce n'est pas une bonne idée. Donc, on a besoin de tout le monde, on a besoin de la bonne idée et puis on a besoin de contrôler qu'on puisse mettre l'idée en œuvre. Donc, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci à tout le monde. Merci. Merci à tout le monde, oui. Et puis, à votre disposition ou au plaisir de vous recroiser lors d'une prochaine sortie en vrai. Parce qu'on en a ça me paraît essentiel, oui. Effectivement. Des écrans. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.